Bonsoir à tous. Eh bien, l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest est très heureuse de recevoir ici ce soir le docteur Richard Prasquier pour nous traiter des Juifs de Pologne et d'Ukraine. Vous n'avez pas mis de date. Alors, Richard Prasquier est né en Pologne, précisément. Il est né tout juste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de parents polonais qui étaient des rescapés de la Shoah, ou devrais-je dire des miraculés de la Shoah, puisque sur 3 millions de Polonais, 90% ont été exterminés. C'est à peu près le bon chiffre, Richard. Ensuite, ils ont émigré en France. Richard a fait ses études de médecine et il est devenu cardiologue. Parallèlement, il s'est engagé dans la communauté juive, a eu des responsabilités importantes. Je suis persuadée que beaucoup d'entre eux le connaissent. Je citerai 2 responsabilités. Vous avez été président du comité français pour Yad Vashem. Et puis, responsabilité encore plus importante, vous avez été président du Conseil représentatif des institutions juives de 2007, je crois, à 2013. C'est ça, et aujourd'hui, vous en êtes le président d'honneur. Parallèlement, on vous entend régulièrement, une fois par semaine, sur Radio J, pour nous donner votre point de vue sur toutes les questions d'actualité. Parallèlement, depuis une vingtaine d'années, vous vous êtes intéressé à ce fait historique nouveau, qui a été inauguré par Jules Isaac au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le dialogue judéo-chrétien. Et je crois que si vous vous êtes intéressé particulièrement à ce dialogue judéo-chrétien, c'est qu'à l'intérieur de l'Église catholique, vous avez rencontré 2 personnalités d'origine polonaise, le pape Jean-Paul II, qui a été une étape tellement importante dans le rapprochement judéo-chrétien, avec ses déclarations de Mayence, ses déclarations à Rome en 1986, vous êtes nos frères préférés, vous êtes nos frères aînés, ses voyages à Auschwitz, ses voyages à Jérusalem. Et vous avez, je crois, assisté aux funérailles de Jean-Paul II. Et puis, à l'intérieur de l'Église, il y a un ecclésiastique que vous avez bien connu, c'est Monseigneur Lustiger, qui lui aussi est d'origine polonaise, même s'il est né à Paris. Je crois que vous l'avez souvent reçu. Votre mère l'a reçu, je crois, il parlait polonais, puisque vos parents étaient de langue polonaise. Et vous avez été à l'origine, en 2013, de l'inauguration en Israël du mausolée Jean-Marie Aron Lustiger. Et je crois que vous avez eu un rôle important dans cette inauguration. En 2015, il vous a été décerné le prix de l'amitié judéo-chrétienne. Un prix qui vous a été décerné au Collège des Bernardins, une cérémonie très émouvante, je me souviens, j'y étais, en présence du cardinal 23, de Patrick Desbois. Et avant de venir, j'ai relu votre discours que vous aviez fait en 2015. Et j'ai retenu 2 phrases importantes. Vous disiez « Nous sommes tous des disciples de Jules Isaac ». Et d'ailleurs, le mois d'octobre dernier, vous avez rendu hommage sur Radio J à Jules Isaac, étant évidemment absolument conscient du rôle incontournable qu'il a joué. Et d'ailleurs, vous m'aviez dit que vous aviez lu Jésus et Israël à 14 ans, que c'est un livre qui vous avait beaucoup marqué. Et donc, on vous a décerné ce prix depuis. Votre intérêt n'a fait que croître à l'égard de l'amitié judéo-chrétienne. Alors ce soir, vous nous avez proposé comme sujet les Juifs de Pologne et les Juifs d'Ukraine. Je suis très ignorante en histoire et je dois dire que j'ai été un peu étonnée du sujet parce qu'on a l'habitude de traiter d'un côté les Juifs de Pologne et de l'autre côté les Juifs d'Ukraine. Donc j'en ai déduit qu'ils avaient partagé un passé commun dont je dois dire j'ignore tout parce que mes connaissances commencent à peu près au XVIIIe siècle, le partage de la Pologne, l'annexion de l'Ukraine par l'URSS, etc., etc. Donc ma première question et ma seule question, quelle est donc cette histoire commune qui a réuni les Juifs de Pologne et les Juifs d'Ukraine? Je profite de cette courte introduction pour vous remercier chaleureusement d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Je sais que vous êtes très occupés, que vous arrivez d'Israël, que vous avez été très blessés par le pogrom du 7 octobre, qu'inévitablement ce pogrom du 7 octobre vous a rappelé les pogroms nazis. Mais nous savons bien qu'entre l'islamisme et le nazisme, il y a un point commun que vous rappelez souvent, c'est de vouloir la disparition, l'éradication de toute présence juive. Mais ça, c'est autre chose. À vous, Richard. Merci beaucoup, Maud, de cette introduction si flatteuse.
Le cardinal Lussiger ne parlait pas polonais, il n'y avait pas de raison. On estime que avant la guerre, environ 10 à 15% de la population juive avait le polonais comme langue, sinon maternelle, enfin comme langue, comme langue maternelle ou comme langue dans laquelle ils pouvaient s'exprimer sans qu'ils soient reconnus et qu'ils étaient juifs. Seulement 10 à 15%. Mes parents en faisaient partie. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont pu survivre. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ont un lien particulier avec la Pologne? Oui. Les parents, hein, je dis un lien ou avec les parents. Voilà. Bon, parce que je me suis demandé comment j'allais construire cette intervention et de quelle chose je n'allais pas parler. Je vais commencer à ne pas parler du plus important, c'est-à-dire de la Shoah. Parce que une fois qu'on a parlé de la Shoah, on ne peut plus parler d'autre chose. Donc je vais le dire simplement, rappeler en quelques mots. Il y avait effectivement en Pologne, dans les contours de la Pologne de 1939, il y avait 3 300 000 juifs. On a des recensements assez juste avant 1939, ce qui représentait environ 11% de la population polonaise. 3 millions ont été tués. 3 millions sont morts. Et il y avait donc, après la guerre, environ 250 000, 300 000 juifs survivants, un nombre considérable. La plus grande partie étaient des jeunes qui avaient fui en URSS, puisque je vous rappelle que la guerre, c'était une double guerre. C'était les Allemands le 1er septembre 1939, et c'était l'URSS qui a déclaré la guerre à la Pologne le 17 ou le 19 septembre 1939. Ceux qui étaient dans la partie occupée par l'Allemagne et qui ont pu s'enfuir en URSS, c'était essentiellement des jeunes. Un certain nombre d'entre eux ont survécu dans des conditions très difficiles, et notamment en Sibérie, mais un certain nombre d'entre eux ont survécu, sont revenus en Pologne, et Staline les a laissés revenir dans une Pologne dont les frontières avaient été complètement bouleversées, comme vous le savez, puisque tout ce qui représentait l'Est de la Pologne a été repris par l'URSS, c'était la Biélorussie, mais ça a été repris par l'URSS, alors que la Pologne elle-même a acquis de nouveaux territoires qui étaient à l'ouest et qui étaient jusque-là occupés par l'Allemagne, avec en particulier la ville de Breslau, qui aujourd'hui s'appelle Wrocław, ville de Stettin, qui s'appelle Szczecin aujourd'hui, ce qui d'ailleurs a entraîné le départ d'environ 12 millions d'Allemands, 12 millions de réfugiés d'Allemands, dans une période où on parle beaucoup de réfugiés. Ces réfugiés, on n'en parle plus, ils ont été largement intégrés à la population allemande. Le rôle des Polonais pendant la Shoah est un énorme sujet de débat. Comme vous le savez certainement, ceux qui ont des familles, ceux qui sont de familles polonaises ont en général un très mauvais souvenir plus exactement, leurs parents ont un très mauvais souvenir de leur enfance en Pologne, de l'antisémitisme qui sévissait en Pologne, qui les empêchait en général de faire des études parce qu'il y avait un numerus clausus extrêmement strict. Et pendant la guerre, le rôle des Polonais
a été largement mise en cause. Alors, il était tout de même très important de parler de ça. Je vais vous donner mon opinion à ce sujet. Elle vaut ce qu'elle vaut. Enfin, j'ai été une bonne vingtaine de fois en Pologne. Voilà, je suis très au courant de l'antisémitisme polonais. Un historien polonais, vous savez qu'il y a une école d'historiens polonais et qui a développé des recherches très intéressantes. Cette école d'historiens, de nouveaux historiens polonais, a été très largement remise en cause par les historiens officiels du gouvernement qui vient heureusement de laisser la place après les dernières élections. Il y avait une espèce d'école officielle qui n'admettait pas que l'on pût mettre en cause le rôle des Polonais pendant la guerre, alors que des historiens polonais indépendants avaient effectivement montré que pour beaucoup de Juifs, les Polonais étaient un danger extrêmement grand. Moi, c'est ce que j'ai d'ailleurs le plus souvent entendu. Il y a eu là-dessus des travaux, ceux de Barbara Engelking par exemple. Il y a eu un livre qui est sorti il y a 2-3 ans, un livre extrêmement détaillé. Ces travaux ont été très très critiqués en Pologne même. La Pologne ne veut pas admettre qu'elle a pu jouer un rôle. Pour terminer sur ce sujet, l'un des historiens de la nouvelle école historique polonaise considère qu'il y a eu quelque chose comme 200 000 Juifs qui sont morts à cause des Polonais. À cause des Polonais. Ces chiffres totalement approximatifs, bien entendu, mais pour vous donner cette image dramatique. Cela étant dit, jamais je n'accepterai que l'on dise que tous les Polonais sont des antisémites. J'ai reçu, le hasard veut qu'il y a 4 jours, j'ai été chercher à la gare de Lyon une dame qui venait de Suisse, mais qui était arrivée en Suisse de Sydney, qui est une Polonaise, et qui est la petite fille du couple de Polonais qui a caché mes parents. Plus exactement, qui a caché mon père et ma grand-mère, la mère de ma mère, que ma mère avait été ramenée, je n'ai jamais su comment, du ghetto de Varsovie. Et ma mère, elle, qui avait des yeux bleus et des cheveux blonds, qui parlait polonais parfaitement, avait des faux papiers suivant lesquels elle était la fille de cette famille. Donc c'est une famille à laquelle je dois mon existence. Elle n'était pas la seule. La Pologne est le seul pays en Europe où il y a eu une organisation entièrement dédiée au sauvetage des Juifs. Cette organisation portait le nom de Zegota. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de Zegota? Non. Oui, mais ça vaut la peine de connaître ce nom. Zegota, c'est le nom de Konrad Zegota, c'est le nom de personnage d'une trilogie de Mickiewicz. C'est un nom de code. C'est une organisation qui s'est créée en septembre 1942, c'est-à-dire tout de suite après le début des déportations vers Treblinka dans le ghetto de Varsovie. Elle s'est construite après une affiche, un texte écrit par un écrivain polonais connu à l'époque, d'une femme, Sofia Kossak-Szczucka, dont vous n'avez certainement jamais entendu parler. Sofia Kossak-Szczucka était un écrivain
genre roman historique, connu en Pologne, de droite, largement antisémite. Et elle a écrit cette affiche en disant, en gros, je vous résume, les Juifs ont fait beaucoup de mal à la Pologne. Cela étant, ce que les Allemands font aux Juifs est quelque chose qu'aucun chrétien ne peut tolérer. Et nous devons tout faire pour sauver le maximum de Juifs possible. À partir de là, c'est créer une organisation avec le soutien du gouvernement polonais en exil et même de l'organisation AK, Armée secrète, qui était une organisation largement antisémite. Quand je dis soutien, c'est le soutien financier. Organisation dans laquelle participaient des non-juifs, majoritaires évidemment, mais aussi des juifs. Seul cas en Europe. Ils sont arrivés à sauver quelques milliers de juifs, dont finalement in extremis mes parents. Parce que j'ai appris il y a 3 jours, justement en discutant avec cette femme qui connaît des bribes de l'histoire, je connais d'autres bribes de l'histoire. Nous avons regardé un gros livre polonais dans lequel on a retrouvé effectivement le fait que sa famille faisait partie était dans ce groupement Zegota, qui s'arrangeait pour il savait trouver des caches, faire des faux papiers. Faire des faux papiers, c'est très compliqué, très compliqué. Et puis sortir les enfants, notamment sortir les enfants du ghetto. Ça a été le nom d'une héroïne polonaise extraordinaire dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelait Irena Sendler. 2500 enfants qu'elle a sauvés. Les envoyer dans des séries de monastères, avec évidemment l'accord des nonnes, etc. C'est un magnifique travail qui a été fait. Et ce travail est aussi l'action des Polonais. Il y a 7000 justes des nations polonais, c'est le premier pays par le nombre de justes, mais il y a surtout plusieurs centaines de Polonais qui ont été tués par les Allemands, parfois avec leur famille, pour avoir essayé de sauver des Juifs. C'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans aucun autre pays. Il y avait des décrets qui indiquaient très clairement que tout Polonais reconnu à essayer de cacher des Juifs était passible de mort, et que cette sentence était également étendue au reste de la famille. Voilà, tout cela pour dire que les choses en réalité sont très compliquées, que le sentiment antisémite était très fréquent en Pologne, que malheureusement, après la guerre, il l'est resté. Ces 300 000 Juifs qui étaient en Pologne après la guerre, pour la plupart, sont partis. Mes parents sont partis en novembre 1946. En juillet 1946, il y avait eu un pogrom en Pologne dans lequel 43 personnes avaient été tuées, le pogrom de Kielce. Et donc il était pour eux très clair, de toute façon, ils ne voulaient plus rester dans ce pays qui était un pays de mort, puisque tout le reste de leur famille avait été exterminé. Donc petit à petit, les Juifs sont partis. Sont restés un certain nombre de Juifs qui croyaient dans le communisme, qui ont parfois eu des positions élevées dans les gouvernements communistes, ce qui a rajouté un autre motif d'antisémitisme que les Polonais appelaient Żydocomuna, le judéo-communisme. Et donc, le message qui en est sorti, c'est que tout ce qui n'allait pas bien dans la Pologne d'après-guerre était dû au fait qu'il y avait des Juifs aux commandes. Donc il y a eu une poussée d'antisémitisme en 1956, une autre poussée d'antisémitisme encore plus importante et vraiment très organisée en 1970. Et
l'époque de Moczar. Certains d'entre vous se rappellent peut-être. C'est là où Gomulka a dû quitter le secrétariat général, a été remplacé par Gierek. Et après 1970, il n'y avait plus guère que 10 000 juifs en Pologne. Et aujourd'hui, personne ne sait, mais il doit pas, il y a à peu près 7 000, 8 000 juifs en Pologne. Voilà. Alors, l'antisémitisme polonais, il est... Comme nous avons une vision de l'histoire qui est en réalité très personnelle et qui est fondée sur l'expérience que nous avons et l'expérience de ce que nous avons entendu, c'est-à-dire nos parents et nos grands-parents, la plupart des gens pensent que la Pologne est un pays qui a été éternellement antisémite. Il n'y a rien de plus faux. L'antisémitisme polonais a commencé à devenir véritablement très important dans la deuxième partie du XIXe siècle. Et pas d'ailleurs le seul, ça n'a pas été le seul cas. La deuxième partie du XIXe siècle, on commençait à se développer des idéologies nationalistes. En Pologne, il y a un nom qui est à retenir, qui est celui de Roman Dmowski, qui était un intellectuel qui a passé une partie de sa vie en France et qui a développé cette idée que la Pologne était la Pologne et tout ce qui n'allait pas en Pologne était dû aux Juifs. Et donc il a développé un antisémitisme féroce qui a été suivi par son mouvement qu'on appelait l'Endecien. Et il a été le rival personnel permanent d'un autre Polonais beaucoup plus célèbre, qui est Pilsudski, qui est devenu le premier chef d'État de la Pologne nouvellement indépendante, c'est-à-dire en 1919. Pilsudski a conduit une politique qu'on ne peut pas qualifier de philosémite, mais dans laquelle la Pologne avait dans laquelle la Pologne reconnaissait ses minorités. La Pologne était à cette époque un État pluriethnique, ce qu'elle n'est plus du tout, puisqu'il y avait une grande minorité. Il y avait une minorité juive, donc de plus de 10%, et une minorité ukrainienne qu'on appelait les Rutènes, qui était aussi entre 10 et 15%, et puis 5% de Polonais de langue allemande. Donc c'était un pays pluriethnique, et cette pluriethnicité se transférait dans la Chambre des députés, le Sejm, et les premières années de Pilsudski ont été des années relativement libérales où les Juifs polonais ont pu évoluer finalement sans trop de difficultés. Il y avait dans la ville, la moyenne ville, une ville de 50 000 habitants où était né mon père, il y avait un lycée hébreu polonais, c'est-à-dire où il a étudié en même temps l'hébreu et le polonais, pas le yiddish. Il y en avait à peu près dans chacune des villes. Les choses se sont largement détériorées. Quand Pilsudski est mort, ce sont ses suivants qui ont repris le flambeau. L'obsession de Pilsudski, c'était l'URSS. Et ils ont gardé cette obsession seulement dans les années 1930, quand on était obsédé par l'URSS, forcément on risquait de se retrouver quelque part à copiner avec l'Allemagne nazie. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont développé l'antisémitisme légal est devenu de plus en plus important, et c'est ça essentiellement le souvenir qu'ont gardé les survivants de la Shoah, de cette période de 1930 à 1940, où il y avait un numerus clausus, où les Juifs étaient malmenés. Et c'est cette période qui a tracé un petit peu,
qui explique aussi ce qui s'est passé pendant la guerre, qui a tracé un petit peu l'image de la Pologne. Comme vous le savez, l'alliance avec la pseudo-alliance avec l'Allemagne nazie a été un jeu de dupes, puisque derrière leur dos, les nazis ont fait affaire avec les bolcheviks, le traité germano-soviétique, et finalement, la Pologne s'est retrouvée avec un ennemi à l'ouest et un ennemi à l'est, et la Pologne a disparu. Voilà. Alors, quelque chose dont je voudrais parler un petit peu rapidement, parce que peu de gens connaissent l'histoire de la Pologne, mais c'est une histoire très particulière. Donc, on s'est arrêté là jusqu'en 1918, où la Pologne redevient indépendante. Elle ne l'était donc pas. Depuis quand elle ne l'était pas? Et comme Maud l'a dit, elle ne l'était pas depuis le dernier des 3 partages de la Pologne, 1772, 1793 et 1795. La Pologne se rétrécit en 1773. Une partie va à la Prusse, tout l'ouest de la Pologne. Une partie va à l'Autriche, le sud de la Pologne. Une partie va à la Russie, le reste. Donc 1773, une révolte en 1793. Entre 1773 et 1793, pendant 20 ans, la Pologne a été un État éclairé. Avec le roi Stanislas August Poniatowski, ils ont essayé de faire un état des Lumières sur la partie polonaise qui restait. Mais évidemment, ça a éveillé encore des hostilités avec ses voisins. 1793, c'est la révolte de Kościuszko, à laquelle certains juifs ont participé. Donc, défaite, réduction encore de la surface polonaise. Et en 1795, c'est terminé. Donc, il ne reste plus de Pologne. Il y a une partie du sud qu'on appelle la Galicie, qui est autrichienne, une partie de l'ouest qui est prussienne, et la plus grande partie, elle est russe. Après l'intervalle de Napoléon, il y aura, qui ne rebâtit pas, contrairement à ce qu'on dit, une Pologne indépendante, mais simplement un duché de Varsovie. Après l'intervalle de Napoléon, 1815, on revient à la situation antérieure, avec une Pologne avec un tsar relativement ouvert, mais après sa mort, son frère, Nicolas Ier, est un autocrate de la pire espèce. Là, il y a une révolte polonaise, 1830, révolte polonaise qui est écrasée, et l'intelligentsia, une partie de l'intelligentsia polonaise, s'enfuit en France. C'est les Czartoryski qui sont à l'hôtel Lambert, dans l'île Saint-Louis. C'était la grande noblesse polonaise. Et une partie des intellectuels, notamment Mickiewicz, le poète national. Chopin, lui, n'était pas en Pologne à l'époque en 1830, mais il n'est pas retourné en Pologne et il est venu en France. Donc c'est toute une émigration polonaise, et il a une bibliothèque polonaise qui est très, très intéressante. Il y a eu une autre révolte en 1864, et à chaque fois, la situation polonaise devenait de plus en plus dure, ce qui a conduit la Pologne à s'imaginer, disons, c'est Mickiewicz en est en partie responsable dans ses textes, à se voir comme une espèce de Christ des nations. C'est-à-dire toujours persécuté, mais gardant la foi. C'est ce qui fait que la Pologne, c'est un des éléments qui font que les Polonais ont tellement de mal à se ressentir la moindre culpabilité. Ils ont été pourtant les victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, ils ont été les victimes de tout. Ils ont été les victimes de Yalta. Donc, se ressentant continuellement comme des victimes,
une partie des Polonais a énormément de mal à admettre qu'il y a eu d'autres victimes, bien plus victimes que eux, encore. En venant ici, j'avais un livre sur je suis tombé sur un que sais-je un vieux que sais-je que j'avais que j'avais sur la Pologne. J'ai regardé ce qu'il y avait dedans, de 1981. Il y a quasiment, sur un que sais-je, il y a ce qui s'appelle la Pologne, il n'y a quasiment rien sur les Juifs. Il n'y a quasiment rien sur les Juifs. Il est écrit qu'il y a 6 millions de Polonais ont été tués pendant la guerre, sans dire que parmi les 6 millions de Polonais tués, il y avait 3 millions, plus de 3 millions de Juifs. Voilà. Avant ces partages, qu'est-ce qu'était la Pologne? Et jusqu'à quand? Oui, oui, ça viendra après. Et je n'ai pas parlé des Juifs. Oh, non, mais je peux être... Pourquoi cette absence d'antisémitisme en Pologne jusqu'au milieu du XIXe siècle? Ouais. Ça, c'est une idée nouvelle et intéressante. Oui, voilà. Alors, je peux faire un très bref, enfin, un résumé aussi bref que possible de l'histoire de la Pologne. Bon. Première trace d'histoire de la Pologne, c'est dans les années un peu avant l'an 1950, c'est quand un roi de ces tribus slaves qui étaient là, qu'on appelait les Polanes, Polane ça veut dire polais en polonais, ça signifie ça signifie plaine, hein, tout simplement. C'est pas un pays de montagne, hein, comme vous le savez. Donc le roi des Polanes se convertit au christianisme. Et son fils, qui est un roi conquérant, Boleslas, arrive à obtenir de la part du Saint-Empire romain germanique l'érection d'un archevêché. Archevêché, ça signifie indépendance. Archevêché, ça signifie indépendance religieuse, hein, puisque les évêchés, à cette époque, étaient entièrement dépendants d'un archevêché. Si un archevêché polonais, ça signifie qu'il n'est plus dépendant de l'Allemagne, en fait. C'est un signe très très fort d'indépendance. L'archevêché de Gniezno, qui est encore l'archevêque de Gniezno est encore le primat de Pologne. Gniezno, c'est à l'ouest du pays. Et à la fin c'est un ami de l'empereur Othon III, hein, à l'époque de l'an 1000 à peu près, et il fait de la Pologne une espèce de rempart de la chrétienté, et il obtient à la fin de sa vie, un peu dans les dernières années de sa vie, le titre de roi de Pologne. Et la Pologne devient alors un pays indépendant. Je passe très très vite ensuite sur ce qui se passe lors de ses petits-fils. Le pays se divise, division entre les différents fils, et puis ensuite redivision, etc. Le pays se fragmente, et pendant que le pays se fragmente, les régions du Nord qui ne sont pas peuplées par des peuples christianisés, mais qui sont peuplées par un peuple païen qu'on appelle les Prussiens, sont évangélisés, à la demande d'ailleurs d'un duc polonais, sont évangélisés par les chevaliers teutoniques, c'est-à-dire des nobles allemands qui n'avaient plus tellement de choses à faire après leur départ de Jérusalem. Et donc, ils évangélisent tellement les Prussiens que pratiquement on arrive à une extermination des Prussiens. Le terme prussien, aujourd'hui, comme vous le savez, ça n'a plus rien à voir avec ces peuples qui étaient des peuples baltes, qui parlaient une langue balte, qui a disparu, mais il y a des traces écrites. Et les chevaliers teutoniques donc
constitue une puissance très importante au nord de la Pologne, sur la Baltique. Ça va jusqu'à la Lituanie, ce qui est aujourd'hui la Lituanie et la Lettonie. La Lituanie, reste païenne et elle donne du fil à coudre aux Allemands, aux chevaliers teutoniques, de telle sorte qu'une fois que la Pologne a fait son unification au cours du XIVe siècle, avec un roi Ladislas. Le fils du roi Ladislas, c'est Casimir le Grand, qui est un grand nom de l'histoire polonaise, mais qui meurt sans avoir de fils. Il se produit un événement capital dans l'histoire de la Pologne, c'est-à-dire que la fille de Casimir, pas tout à fait la fille, mais la fille du neveu de Casimir le Grand, qui est devenue reine de Pologne, épouse le grand-duc de Lituanie, qui devient chrétien à ce moment-là, et qui s'appelle Ladislas Jagellon. Et c'est pour ça que la dynastie qui partira de lui s'appelle la dynastie des Jagellon. Jusque-là, la première dynastie s'appelait la dynastie des Piast. Et quelque temps après, une trentaine d'années après, survient une bataille emblématique qui est la bataille de l'histoire polonaise, que les Polonais appellent la bataille de Grunwald et que les Allemands appellent la bataille de Tannenberg, qui a lieu en 1410, où les chevaliers teutoniques sont battus. Ils ne sont pas entièrement détruits, ça continuera au cours du XVe siècle, mais c'est la bataille constitutive de la Pologne. Vous voyez partout des signes, il y a ces deux épées qui forment le signe de la bataille de Grunwald, et il marque cette alliance entre la Pologne et la Lituanie. Et quand on parle de la Lituanie, ce n'est pas la Lituanie d'aujourd'hui. C'est une très grande Lituanie qui contient à peu près ce qui est aujourd'hui la Biélorussie et qui va jusqu'en Ukraine, qui est plus grande que la Pologne. L'ensemble des territoires de cette union, c'est une union personnelle pour le roi, mais chacun garde sa langue et son administration. Et la Pologne, la grande Pologne de l'époque, parce qu'il y a beaucoup plus la population polonaise est beaucoup plus importante que la population lituanienne, c'est 3 millions de kilomètres carrés. 3 millions de kilomètres carrés, c'est l'État le plus grand. Je ne parle pas de la Moscovie, mais c'est l'État le plus grand de l'Europe. C'est un point d'histoire complètement ignoré, ça. Complètement. Et pour ça que je me permets de vous en parler. C'est au XVe siècle, ça. Donc, la bataille de Tannenberg, la bataille de Grunwald, c'est 1410. Et 1410. Ensuite, le XVe siècle sera un siècle de montée de la puissance polonaise. Et puis, le XVIe également. Mais cette puissance polonaise, elle ne s'est pas constituée uniquement grâce au roi. Et alors qu'en France, avec François Ier au XVIe siècle, on est en train de s'orienter vers un affaiblissement du pouvoir de la noblesse, en Pologne, c'est le contraire qui se produit, c'est-à-dire que tous ces nobles qui ont aidé à l'indépendance polonaise et qui sont venus avec leurs troupes, les troupes de leur province, la Pologne avait déjà été fragmentée au Moyen-Âge, deviennent très puissants, et puis la noblesse, la petite noblesse polonaise parvient à grappiller aussi une partie de cette puissance, et la Pologne, curieusement, elle s'appelle République. Elle s'appelle République, aujourd'hui encore, c'est la République, le nom de Rzeczpospolita, la République polonaise, alors qu'il y a un roi, un certain nombre d'édits surviennent dans le Parlement, là où sont les nobles sont réunis. Les nobles, c'est
10% de la population polonaise. En France, c'était moins de 1%. Et petite noblesse, on appelle la Szlachta, petite noblesse, pas très riche, mais le prestige. Ils sont à la Chambre des députés et ils parviennent peu à peu à avoir des règlements qui font que le dernier règlement en date, qui s'appelle Liberum Veto, fait qu'un édit, si un des députés, disons, des participants, est contre, il ne peut pas être édicté. Cas unique dans l'histoire. Et la conclusion, c'est que, bien entendu, alors que la Pologne vit son siècle d'or au XVIe siècle, donc c'est un pays très riche à cette époque, très puissant. Il y a là un engrenage qui va petit à petit emporter le pays, puisque une espèce d'impuissance royale. Quand la dynastie des Jagellon, le Sigismond Auguste disparaît, on revient à cette idée que le roi doit être élu par les nobles. Et vous savez qui était le premier roi qui a été élu par la noblesse? Non, Henri III. Il n'était pas Henri III. C'était le fils de. Il n'était pas roi de France. C'était son frère aîné qui était roi de France. Le fils de Marie de Médicis. Oui. Le fils de Catherine de Médicis. Le fils d'Henri II. C'était François II qui était roi de France. Et Henri III est élu dans ce pays dont il n'y a jamais entendu parler. Il arrive dans le pays quelques mois après. Il comprend, évidemment, il n'a pas parlé polonais, etc. On utilisait beaucoup le latin. Hein. Et quelques mois après, en tant que son frère est mort, il s'enfuit, tout simplement. Il s'enfuit, il passe par Venise, il revient en France, où il prend le trône royal et il laisse les Polonais complètement stupéfaits. Le roi a disparu. Donc, voilà. Donc après, on élit des rois. Alors je passe sur les détails. Et le XVIe siècle se termine. Arrivent deux événements qui sont la contre-réforme, jouera un rôle très important parce que là, au XVIe siècle, le protestantisme a fait de gros progrès en Pologne. Et puis de toute façon, il y avait des tas de religions. Les Juifs en étaient une, mais il y en avait d'autres. Et c'était très libéral. Là, avec la contre-réforme, les choses commencent à changer. Et puis le XVIIe siècle survient, et le XVIIe siècle, c'est le siècle noir de la Pologne. Et disons au moins à partir des années 1640, au début, ils sont en conflit avec la Moscovie. L'union entre la Pologne et la Lituanie se forge complètement à la fin du siècle parce que les Lituaniens sont en butte à l'agression des Moscovites. Et donc, ça devient un seul pays, qu'on appelle le pays des deux nations. Le pays des deux nations. Fin du siècle, c'est aussi le moment où c'est Varsovie qui devient la capitale parce qu'elle est plus au centre que Cracovie. Et au cours de ce siècle vont survenir des conflits permanents avec les Turcs, mais surtout deux catastrophes. L'une, c'est la révolte des paysans ukrainiens, parce que l'Ukraine, ou tout l'ouest de l'Ukraine jusqu'à Kiev, c'était une partie de la Lituanie et ensuite de la Pologne. C'est là l'origine donc de ce destin partagé. Absolument. Et Ukraina, en slave, ça veut dire les pays qui sont comme ça aux confins. C'est même pas un pays. Hein, c'est des plaines qui sont aux confins et donc qui sont à développer. Évidemment, c'est la grande noblesse qui va mettre la main dessus. Mais la grande noblesse n'a pas tellement envie de rester dessus, donc elle a des intendants, et ces intendants sont juifs. Il n'y a pas d'antisémitisme là. Alors là, il y a des paysans ukrainiens
qui sont d'ailleurs pour la plupart orthodoxes, alors que la Pologne est quand même catholique. Il y a une partie, avec la contre-réforme, ils ont catholicisé une partie des paysans de l'Ukraine, de l'ouest de l'Ukraine, qu'on appelle les uniates, hein, et qui sont donc sous la dépendance de Rome. Hein. Il y a des cardinaux uniates aujourd'hui encore, mais la grande masse du peuple ukrainien est orthodoxe. Ce sont des serfs, ou bien des paysans des serfs, ou bien des chevaliers, des cavaliers des steppes qu'on utilise dans les guerres contre les Turcs et qui ont leur propre système de commandement et qui sont évidemment extrêmement violents. Et là se développe une révolte qui est la révolte de Bogdan Khmelnytsky, qui est un petit noble ukrainien, qui va entraîner le massacre des Polonais, mais plus encore des Juifs qui sont sur ces terres et qui sont au service de la noblesse polonaise. Et ça, c'est considéré comme le plus grand massacre de Juifs depuis, disons, le plus grand massacre de Juifs avant la Shoah. On ne sait pas exactement combien de Juifs ont été massacrés à cette époque, mais il y a des récits épouvantables d'une cruauté, absolument atroce. Je dois dire que quand j'ai entendu le 7 octobre, ça m'est immédiatement revenu, parce que c'est à peu près le même genre de récits qui sont décrits par les chroniqueurs. Donc on ne sait pas si c'est 20 000, 30 000, 50 000, on avait dit 100 000 juifs qui ont été tués à cette époque, mais c'est considérable. C'est considérable, beaucoup de Polonais aussi qui ont été tués. Et finalement, la Pologne a mis plusieurs années avant d'arriver à vaincre les troupes de Khmelnytsky. Et non seulement elle ne les a vaincus au bout de quelques temps, mais en plus, les troupes ukrainiennes, les Cosaques ukrainiens de Khmelnytsky, ont fait alliance avec le tsar de Moscovie. Ça, c'est 1654. Et c'est là que les Russes, finalement, mettent le pied en Ukraine. Je vous rappelle que l'Ukraine, Kiev notamment, était le centre de ce que l'on appelait la Rousse. Et la Rousse, c'était un territoire d'origine varègue, c'est-à-dire suédoise, ensuite avec des princes qui étaient plus ou moins slavisés autour du 11e, 12e, 13e siècle jusqu'à l'arrivée des Mongols. C'était un royaume assez florissant, et que le nom de Russe, si un pays qui a colonisé l'autre, au départ, c'est la Rousse ukrainienne qui a colonisé les territoires plus au nord et plus à l'est, et pas l'inverse. À partir de 1654, les Cosaques sont dans la dépendance d'un État de Moscovie qui devient l'État de la Russie, qui va devenir de plus en plus puissante, puisque au XVIIIe siècle, c'est Pierre le Grand qui devient le tsar. Et donc, petit à petit, l'Ukraine va entrer sous la dépendance complète de la Russie, la dépendance s'achevant sous le règne de Catherine II et de son Premier ministre Potemkin. C'est aussi l'époque des luttes contre les Turcs et de la création de Odessa. Vous voyez, mais ça c'est le centre, disons à partir de Kiev jusqu'à l'est de l'Ukraine, alors que l'ouest de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine reste polonais, avec en particulier la ville de Lvov, qu'on appelle Lviv aujourd'hui, disons le tiers ouest de l'Ukraine. L'autre catastrophe qui
touche la Pologne, encore pire pour le pays polonais, c'est l'invasion des Suédois pour des raisons dynastiques compliquées. L'invasion des Suédois qui survient, les Ukrainiens c'est 1648, 1649, et les Suédois c'est tout de suite après, 1650, 1652. En Pologne ça s'appelle le déluge, hein, potop. Pour vous dire un petit peu l'idée, il y a un livre célèbre de Sienkiewicz qui s'appelle Le Déluge, ça a été une catastrophe immense. Et la Pologne est passée je ne sais plus, il devait y avoir 11 millions d'habitants avant, 7 millions après, 7 millions d'après. Il y a ceux qui ont été tués, ensuite il y a eu une épidémie de peste, ensuite il y a eu ils sont morts des gens qui sont morts de faim, etc. Ça a été une catastrophe terrible. Les Juifs, comme les autres. Finalement, les Polonais sont arrivés à surmonter ça, mais avec un pays très fragilisé. Il y a eu une dernière, je dirais, un dernier coup d'éclat que les Polonais, qui est important dans l'image que les Polonais ont d'eux-mêmes, un coup d'éclat qui est la participation majeure du roi de Pologne en 1683, du roi de Pologne Sobieski, Jan Sobieski, à la bataille de Vienne, dans laquelle les Turcs subissent leur grand échec. Jusqu'en 1683, les Turcs, l'islam, étaient en position d'avancer dans les confins européens. D'ailleurs, quand vous entendez Erdogan, quand vous entendez par ce qui sous-tend le discours du Hamas ou d'autres, il rappelle ça. Il rappelle que l'islam, ça allait jusque-là, jusqu'à Vienne. Le coup d'arrêt, ça a été 1683, la bataille de Vienne. L'empereur avait quitté sa capitale, et ceux qui se sont vraiment battus, c'était entre autres les Polonais de Jan Sobieski. Mais après, la Pologne est épuisée, et au XVIIIe siècle sont élus des rois, des rois toujours à cette élection. C'est un roi saxon qui est élu, et puis ensuite c'est son fils qui est élu. Et la Pologne devient un pays de plus en plus sous la dépendance de la Russie. Et le dernier roi, donc Stanislas August Poniatowski, est élu en 1764, je crois. Et là, les troupes russes sont autour de Varsovie. C'était l'ancien amant de Catherine II. Donc Catherine II tenait à ce qu'il soit élu. Il a été élu. Donc la Pologne avait petit à petit perdu son indépendance, et en particulier parce que c'était très compliqué d'avoir des troupes avec un système où le Parlement était complètement... le roi était impuissant à cause du Parlement. Alors où sont les Juifs dans l'affaire? Où sont les Juifs? Donc je vous en ai un petit peu parlé, et bien entendu, la question essentielle, ce qui fait que, en réalité, vous savez pourquoi je choisis ce titre? Non, mais vous allez nous le dire. Je vais vous le dire. C'est absolument, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous raconter. La question, c'était, lorsque, en 1772, par exemple, lorsque la Pologne, lors du premier partage de la Pologne, les Juifs, alors après, il y aura ces Juifs, une partie deviendront des Juifs autrichiens, des Galiciens, etc. Une partie deviendront des Juifs prussiens, les autres seront russes. Et en fait, ils ne sont jamais russes, parce que resteront polonais, mais sous la domination de la Russie. Les Juifs polonais représentent quelque chose comme les 2 tiers environ du judaïsme mondial.
les 2/3 environ du judaïsme mondial. À quelle époque? En 39 1770. Au moment du partage. Au moment des partages. D'accord. Les 2/3 du judaïsme mondial c'est ce que disent les... Il n'y avait pas de statistiques, mais c'est ce que disent globalement les historiens. Je vous le signale. Ils seront 3 millions en 1939 en Pologne. Il faut voir que 2 millions de Juifs polonais ont émigré essentiellement aux États-Unis. Quelques-uns en Palestine, quelques-uns en Argentine, etc. Quelques-uns en France. Donc ça fait beaucoup de personnes. Mais donc le judaïsme polonais, particulièrement nombreux. Comment ça se fait? Et depuis quand sont-ils arrivés? Et depuis quand sont-ils arrivés? Alors, je vais vous dire, donc, comment? Un tiers de la population mondiale. J'ai pas des chiffres. Un tiers du judaïsme mondial. Les 2/3 du judaïsme mondial, et ça devait faire quelque chose. Je suppose qu'il devait y avoir 1 500 000, quelque chose comme ça. Alors je ne sais pas, les statistiques, faut les prendre avec un grain de sel pour cette période. Alors maintenant, pourquoi j'ai fait cette conférence? Je venais d'entendre Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, enfin je voulais lire les déclarations de Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, qui disait, comme il l'avait déjà dit, c'était que les Juifs n'avaient rien à voir avec Jérusalem. Il n'avait rien à voir avec Jérusalem puisque, on le savait très bien, la plupart des Juifs, ils venaient de Pologne et c'était des descendants des Khazars. Enfin, il n'a pas dit des Khazars, il a dit, mais c'était des descendants des tribus qu'il y avait dans la steppe russe. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien à voir avec la Judée, rien à voir dans leur histoire avec Jérusalem. Ça, c'est un thème. J'ai eu l'occasion de rencontrer Mahmoud Abbas, je lui ai fait cette remarque. Et c'est là que c'est pour ça que je me suis dit, mais d'où ils venaient? D'où ils venaient tous ces Juifs tellement nombreux? Alors, il y a eu un livre en 1976, je crois, qui a été écrit par Arthur Koestler. Certains d'entre vous l'ont peut-être lu. Il s'appelait La 13e tribu. Arthur Koestler, je ne vous dis pas qui c'est, c'est un juif qui a écrit des livres très intéressants. Je l'avais lu, ce livre, dans lequel il écrivait que les Juifs étaient les descendants, les Juifs de Pologne étaient effectivement les descendants des Khazars. Ce thème a été... Alors, Arthur Koestler avait plus ou moins dans l'idée qu'en disant qu'ils étaient les descendants des Khazars, l'antisémitisme devenait une stupidité, puisque les Juifs n'étaient donc pas d'origine sémite. Bon, il avait des explications tordues pour expliquer que des Juifs khazars parlaient le yiddish, qui est tout sauf une langue, les Khazars, c'est d'origine turque, c'est des tribus turques. Bon. La thèse a été reprise en 2008 dans un livre célèbre qui a fait énormément de bruit quand il a été écrit, d'un historien israélien, mais d'un historien du 19e siècle, d'un historien qui n'était pas du tout un spécialiste de cette période. L'invention du peuple juif. L'invention du peuple juif. Par Shlomo Sand. Par Shlomo Sand, qui a repris exactement la même thèse. Et lui, pour légitimer le droit d'Israël. Alors lui, c'était pour d'autres raisons. Shlomo Sand est un fanatique anti-israélien, professeur à l'université de Tel Aviv, mais vraiment un fanatique anti-israélien.
D'ailleurs, il a déclaré que désormais il n'était plus juif. Très bien, je suis plutôt content d'ailleurs. Et donc, dans son livre, effectivement, les Juifs n'avaient aucun droit sur cette terre, puisqu'ils étaient essentiellement des descendants d'une tribu khazare. Donc, je me suis demandé, finalement, ce qu'il en était en réalité. Aujourd'hui, donc, quand vous m'avez téléphoné, je me dis que ça donnera l'occasion de reprendre un peu ce sujet sur lequel il y a beaucoup d'obscurité. Alors, est-ce que vous voulez que je développe un peu? Oui, un petit peu, bien sûr. Oui, un petit peu. Bon, parce que vous l'entendrez certainement. Je pense que c'est une thèse que les ennemis d'Israël reprennent ou reprendront plus ou moins. Alors, je vais vous dire un peu ce que j'ai tiré pas de mes réflexions, mais de mes lectures. La thèse n'est pas acceptée par ceux qui sont véritablement les spécialistes. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, un certain nombre de choses. D'abord, qu'est-ce que c'est que les Khazars? Puisqu'on parle des Khazars, qu'est-ce que c'est que les Khazars? Les Khazars sont un peuple d'origine de l'Asie centrale, turc, qui, à partir du 8e siècle, depuis le 7e siècle, mais surtout à partir du 8e siècle, sont devenus les maîtres d'un véritable empire au nord de la Caspienne, qui allait jusqu'au Caucase, une grande partie de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, une grande partie de ce qui est aujourd'hui la Russie, et dont les voisins, si je puis dire, étaient d'une part les Byzantins, d'autre part, au début, les Sassanides de Perse, puis quand les Sassanides de Perse ont été éliminés par l'islam, les musulmans. Cet empire était en général allié aux Byzantins, et il a présenté finalement, historiquement, on se dit que c'est grâce aux Khazars que la Russie elle-même n'est pas devenue musulmane. Ils ont représenté une espèce de défense. Alors les Khazars étaient animistes, comme les peuples des steppes, ne se convertis ni à l'islam ni au christianisme, bien qu'étant en général en bons termes avec les Byzantins. Et un texte célèbre de la littérature hébraïque, qui est un texte qui s'appelle Al-Kuzari, le Kuzari, Kuzari c'est Khazar évidemment, raconte l'histoire du roi des Khazars, de l'empereur des Khazars, faisant venir près de son trône un prêtre, un imam et un rabbin pour voir quelle était la meilleure religion, et décidant, après les avoir entendus tous les trois, que c'était le judaïsme. Et donc, l'empereur des Khazars se serait converti au judaïsme. Donc ça, c'est quelque chose qui est accepté. C'est accepté. Celui qui a écrit Al-Kuzari l'a écrit 400 ans après les événements. 400 à 500 ans après les événements, au XIIIe siècle. Donc, c'était de ce que l'on disait. Par ailleurs, on a retrouvé dans la Guéniza du Caire une lettre qui aurait été
écrite par le roi des Khazars, l'empereur des Khazars, un autre, hein, pas celui qui s'est converti, mais un autre plus tard, qu'il avait envoyé un dignitaire juif de l'émirat de Cordoue, très connu, qui s'appelle Asdaï ibn Chaprout, et qui lui parlait de son pays, la Khazarie, qui s'était converti au judaïsme. Donc c'est un juif qui parle à un autre juif. Et donc ça, on avait ce texte, on avait un certain nombre de traditions. Et donc, le fait qu'il y ait eu des juifs parmi les Khazars, on a très peu de traces des Khazars, même si ça a été un grand empire. Ils ont disparu au Xe siècle. Ils ont été remplacés par des peuples des steppes autour. L'empire des Khazars s'est démantelé. Et donc, il en reste très peu de traces. Il y a quelques pièces de monnaie avec des pièces de monnaie avec des lettres hébraïques sur Moïse, etc., qui ont été retrouvées même assez loin. Donc, il y a eu certainement des juifs en Khazarie. Mais on sait qu'il y avait des juifs partout à cette époque. Je vous rappelle que certains d'entre vous ont gardé l'image de Charlemagne recevant des éléphants de la part de Haroun al-Rachid. Quand j'apprenais l'histoire, c'était une image que tout le monde avait. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Non. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il lui a apporté? Des marchands juifs. Des marchands juifs. Il y avait à cette époque de grands marchands juifs qui traversaient les steppes, qui faisaient le commerce international entre le monde musulman et au-delà même, ça venait souvent de la Chine, jusqu'à la Scandinavie, qui passait par les steppes russes, et qu'on retrouvait aussi parfois dans la vallée du Rhône, et on les appelait d'ailleurs les Rhodanites. Et ça, on est au 7e, 8e siècle, 9e siècle, à une époque où les Juifs étaient, à l'époque de Charlemagne, les Juifs n'avaient pas trop de problèmes, en France, enfin dans ce qui était dans l'empire de Charlemagne. Et donc on savait qu'il y avait des Juifs, et il est tout à fait vraisemblable que certains d'entre eux ont été dans l'empire de Khazarie. Cela étant, donc il y a eu un certain nombre d'éléments nouveaux ces dernières années par les spécialistes, entre autres le nomastique, c'est-à-dire qu'on ne retrouve aucun nom juif qui ait une apparence turco-mongole, aucun, zéro. Il y a eu des études sur ces lettres, notamment la lettre du roi de Khazarie, Ibn Chaprout, qui semble bien avoir été fabriquée en Andalousie, et pas que finalement cette lettre qu'on acceptait et sur laquelle d'ailleurs a été écrit le livre Al-Khuzari, finalement est très probablement un faux. Et enfin, il y a eu des études génétiques qui sont assez récentes, qui montrent qu'entre les Juifs venant d'un peu toutes les régions du monde, il y a des substrats génétiques, ce qu'on appelle des haplotypes, hein, en termes génétiques des populations. C'est un truc compliqué, un truc vraiment compliqué, mais qui est assez, dont les résultats sont assez impressionnants. Il y a eu des haplotypes qui montrent une proximité plus grande entre les populations juives ashkénazes et les populations juives lévantines de l'Orient que entre les populations juives ashkénazes et leurs voisins européens ou turcs ou d'autres. Donc, l'hypothèse sur le plan scientifique, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Sur le plan scientifique, l'hypothèse des Khazars ne tient pas. Ce que les spécialistes aujourd'hui pensent, qu'il y a eu un petit pourcentage, probablement, et c'est ce que la génétique semble indiquer,
un tout petit pourcentage a peut-être une origine khazare, mais ce qui signifie qu'il y a eu une judaïsation très limitée de la population khazare. Peut-être effectivement la classe dirigeante, mais que c'était probablement un pays où il y avait une population animiste, des chrétiens, des musulmans, et donc ça n'a pas été une judaïsation en entier de ce pays, quelque chose d'extrêmement limité. Donc on le sait très bien, d'où viennent les Juifs de Pologne aujourd'hui? Ils viennent de ce que l'on appelle Ashkénazes. Ashkénazes, en termes hébreux, le terme de Ashkénaze, c'est un terme qu'on trouve dans la Genèse, hein, ça fait partie de ces généalogies, le fils d'eux, etc. Voilà, donc il y a un monsieur Ashkénaze, il y en a un qui s'appelle Ashkénaze, on ne sait rien de lui, il est fils d'un tel et il est père d'un tel, il est de la dynastie de Japhet, je crois d'ailleurs, pas de Sem. Voilà, et pour une raison, sans qu'on sache vraiment très bien pourquoi, ça a été appliqué essentiellement à l'époque pour Rachi. Quand Rachi utilise Ashkénaze, ça signifie les Juifs qui sont dans la vallée rhénane, c'est-à-dire les Juifs de ce qu'on appelle l'Allemagne, Trèves, Worms, Mayence, etc. Et lui, qui vient de Troyes et qui a été étudié dans sa jeunesse dans ces villes, contraste ces Juifs ashkénazes avec les Juifs français de Tsarfat. Tsarfat encore, pourquoi la France Tsarfat, c'est tout à fait saugrenu comme nom, mais c'est le contraste que fait Rachi. Et comme vous le savez, Juifs d'Espagne, ce sera les Juifs séfarades. À ce propos, il y a une erreur que l'on fait souvent, c'est que le rite religieux des Juifs chassidim de Pologne, c'est ce qu'on appelle le rite sfarde, qui n'a rien à voir avec le mot séfarade. On fait toujours cette confusion. Voilà. Donc pour Rachi, les Ashkénazes sont ces Juifs qu'il a connus dans la vallée rhénane. Et qu'est-ce qui s'est passé? À partir du XIe siècle, la situation des Juifs s'est gravement détériorée. En Europe occidentale. En Europe occidentale. Ça commence avec la première croisade, les massacres de la première croisade. Ça continue ensuite au XIIe siècle. Je ne fais pas l'histoire. Première expulsion des Juifs, c'est en Angleterre, c'est en 1290. C'est en Bretagne d'abord. Hélas, je suis bretonne en partie. Vous êtes bretonne? 1240. 1240 oui, en on a Bretagne. l'édit d'expulsion. Et je ne savais pas, oui, j'ai appris. À Pleuhermel. Donc voilà, 1290, l'Angleterre. 1306, première expulsion des Juifs de France. Il y en aura, on les expulse, on les fait revenir, ils reviennent moins nombreux, mais on les fait payer, on les expulse, on les fait payer pour revenir, etc. On les a expulsés 3 ou 4 fois. La dernière expulsion, c'est 1394. Après 1394, comme vous le savez, il n'y a plus de Juifs, il y a 0 Juifs, théoriquement 0 Juifs en France. Il y en a encore en Provence, il y en a dans les Juifs de Provence, parce que la Provence n'est pas la France à cette époque. Et donc les Juifs de Provence sont expulsés vers 1490, quelque chose comme ça. Et puis, comme vous le savez, il y a les États du pape dans lesquels il y a des Juifs. Puis ensuite, les autres Juifs reviendront à Bordeaux. Et puis, il y a les provinces qui ne sont pas françaises à l'époque, la Lorraine ou l'Alsace, dans laquelle il y a des Juifs. Mais sinon, en France, il n'y a plus de Juifs à partir du XIVe siècle. Et puis, en Espagne, à partir de 1492, les Juifs sont expulsés, comme vous le savez. En quelques années plus tard, les Juifs sont convertis de force au Portugal. Et là, il y a une diaspora
de ceux qu'on appellera les juifs portugais, qui sont en général des juifs espagnols qui s'étaient réfugiés au Portugal, et qui vont essaimer, notamment dans les Provinces-Unies. Voilà. Mais aussi dans l'Empire turc, mais aussi en Afrique du Nord, et quelques-uns même dans les territoires plus lointains comme la Pologne. Moi, ma grand-mère maternelle, celle qui a survécu, portait comme le nom de son père, c'était à Barbanel. Comment ? Non, probablement par soit par l'Empire turc, soit plus probablement par l'Italie. Voilà. Et donc la tradition était, n'oublie pas, tu es de la famille de Don Isaac Abravanel. Alors on connaît Isaac Abravanel, il a eu droit à une caravelle, il est arrivé à Naples, ensuite à Padoue, etc. Il est mort à Venise, etc. Il est vraisemblable qu'une partie de sa famille, une partie de ses descendants, on en retrouve un peu dans l'Empire turc. Voilà. Mais donc il y en a eu quelques-uns. Mais l'immense majorité, ils venaient de ces pays-là. Alors, il se trouve qu'on a les premières traces de présence juive en Pologne au XIIe siècle. Des traces très, très, très limitées, des lettres, c'est d'autres qui écrivent, c'est des chroniqueurs qui écrivent qu'il y a des juifs à tel ou tel endroit. On sait que les juifs sont là. Les juifs viennent... donc, le pays le plus proche, c'est évidemment des juifs d'origine allemande. Et il y a un moment important qu'il faut retenir, à cette époque où la Pologne, comme je vous l'ai dit, était fragmentée en diverses principautés. Dans l'une des principautés, la principauté de l'Ouest, une des plus importantes, celle qui est le plus proche de l'Allemagne, le prince émet un édit qu'on appelle l'édit de Kalisz, K-A-L-I-S-Z. 1260, c'est Saint-Louis, hein, vous voyez, en France. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, je l'ai lu, c'était dit en traduction, c'est assez impressionnant. Il dit entre autres que les Juifs peuvent voyager comme ils veulent, hein, que nul ne peut les empêcher de vaquer à leurs occupations, que s'il y a des discussions monétaires, avec les chrétiens, eh bien, si on demande aux Juifs de jurer sur ces livres, eh bien, ça signifie que le chrétien n'aura pas gain de cause. Ça signifie aussi que si un chrétien accuse un juif de meurtre rituel, ça commençait à venir, et l'édit dit le meurtre rituel, c'est quelque chose dont le pape a dit que c'était un mensonge. Donc si un chrétien ose dire qu'il y a eu un meurtre rituel, il faut au moins que cette accusation soit portée en même temps par, je ne sais plus, 2 ou 3 juifs. Les juifs, peu vraisemblable que les juifs vont dire que leur voisin a commis un meurtre rituel, etc., etc. Donc, donc un édit extraordinairement favorable à l'implantation juive. Tout le contraire de ce qui se passe tout le contraire en Europe occidentale. Exactement. Tout le contraire de ce qui se passe alors en Europe occidentale. Ils avaient besoin, c'était un pays... De main-d'œuvre, oui, sans doute. C'était un pays où les Juifs jouaient un rôle dans le commerce, c'était un pays de paysans. Les Juifs jouaient un rôle indispensable dans le transport, des biens. Et c'était reconnu. Les Juifs étaient la classe moyenne, en fait. Hein, et ça a été reconnu par les princes. Et cet édit a été suivi, a été parfois modifié, mais il a été globalement
globalement suivi. Donc il y a eu parfois des protestations dans certaines villes. Donc il y avait certaines villes sont arrivées à obtenir le droit de ne pas avoir de juifs sur leur territoire. Il y a eu des moments où c'était un petit peu plus difficile, mais rien de comparable avec ce qui s'est passé ailleurs. Au point que le roi de Pologne du Moyen-Âge le plus connu, le seul qui porte le nom de Grand, c'est-à-dire Casimir le Grand, à Cracovie, qui était roi entre 1330 et, je crois, 1370, donc qui était roi notamment à l'époque de la peste noire. 1348. 1348, à l'époque où il ne faisait pas bon d'être juif. Non, en Europe occidentale, il ne faisait pas bon d'être juif. A eu une politique très favorable aux juifs. On disait qu'il avait une maîtresse adorée qui était juive. Donc c'est tout un tas d'histoires dans les légendes, dans l'histoire polonaise. Donc pour dire que la situation des Juifs était étonnamment satisfaisante dans cette Pologne-là. Ça a continué ensuite, quelques bascules, mais ça a continué globalement au XVe siècle. Ça, c'est pareil en Lituanie. Et au XVIe siècle, il y a eu un édit qui a fait les Juifs avaient le droit d'avoir, pour leurs affaires, d'avoir leurs propres tribunaux. Et lorsque les affaires avec les chrétiens, il y avait des tribunaux et des tribunaux mixtes qui étaient organisés. À la fin du XVIe siècle, les Juifs ont reçu, il y a une espèce d'organisation du judaïsme polonais avec une espèce de parlement juif qu'on appelait le parlement des 4 pays, les Juifs divisés en 4 par 4 régions de la Pologne, qui se retrouvaient à Lublin et qui prenaient les décisions au nom du judaïsme polonais. Voilà, Richard, on va un peu accélérer parce qu'il est 8h05. Bon, donc j'ai dit en réalité, j'ai dit le plus important de ce que je voulais dire. Les choses se sont détériorées. Donc la Pologne au XVIe siècle, Pologne au XVIe siècle, pays très étendu, puissant, ouvert, et dans lequel il n'y a pas de guerre de religion. Le XVIe siècle, c'est quand même le siècle des guerres de religion. Il y a la réforme. Pour vous donner une idée, il y a un duché qui devient polonais, c'est le duché de Prusse, qui devient, c'était tout ce qui restait des chevaliers teutoniques. Le dernier des grands maîtres des chevaliers teutoniques a trouvé que la meilleure solution, c'était de se convertir au luthérianisme. Donc, il est devenu luthérien, et puis ensuite, il a donné hommage au roi de Pologne. Et donc, il y avait à cette époque il y avait des antitrinitaires. Enfin, c'est assez passionnant la situation religieuse de la Pologne à l'époque. Et puis est arrivée la contre-réforme. Et là, les choses se sont manifestement durcies progressivement, au point que, au XIXe siècle notamment, l'épiscopat polonais est un épiscopat très rétrograde. La Pologne a quelque sorte suivi un trajet inverse de celui de l'Europe occidentale. Voilà, je pense que je vous ai dit le plus important. Alors, pour terminer en ce qui concerne l'Ukraine, très forte population juive, comme je vous l'ai dit, très forte population juive, notamment dans l'ouest de l'Ukraine, mais on ne faisait pas la différence entre la Pologne et l'Ukraine. Tout ça, ça faisait partie du même contexte. Lvov, le père de ma femme a fait ses études d'architecture à Lvov. Lvov était une grande ville
polonaise avant la guerre. Lviv, tout comme Vilnius, Vilno était une très grande ville polonaise. Lvov et Lviv étaient des très grandes villes polonaises et juives. Dans les villes de Lvov, les grandes villes de la Pologne en 1939, Varsovie, Lvov, Vilno, Cracovie et Łódź, qui est la grande ville textile, qui est une ville moderne textile, la population juive était de 30 à 40%. De 30 à 40%. Donc, c'était tout à fait considérable. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Je pense que... Et oui, l'antisémitisme ukrainien, il y a eu Khmelnytsky, c'était l'antisémitisme de paysans, d'orthodoxes, une nouvelle bouffée d'antisémitisme violente lorsque s'est créée une république ukrainienne entre 1917 et 1920. Là, il y a eu des massacres de juifs également, ce qui a entraîné d'ailleurs l'assassinat de Simon Petliura, qui était le président de cette éphémère république ukrainienne et qui s'était réfugié en France et qui a été assassiné par Schwarzbart, création de la LICA à ce moment-là. Et puis pendant la guerre, la participation de ces nationalistes ukrainiens qui ont cru qu'en faisant alliance, qu'en se mettant sous la coupe des nazis, ils arriveraient à obtenir l'indépendance de leur pays, a été considérable. Parmi eux, Bandera, qui était l'un des chefs les plus connus. Ils ont été très souvent à l'origine des massacres c'est eux qui faisaient le sale travail des Einsatzgruppen dans des tueries de juifs en Ukraine. Les Lettons aussi ont participé. C'est à eux que pense Poutine quand il dit les nazis. Comment ? C'est à voilà. eux que... Voilà. Et voilà. Et du coup, cela permet à Poutine de prétendre que tous les Ukrainiens, et ceux-là ont continué d'ailleurs la guerre contre les communistes jusque dans les années 1950, dans les forêts ukrainiennes, permet de dire que les Ukrainiens sont des nazis. Voilà. Bon.